La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bonjour à tous les participants, bonjour tout le monde. Nous sommes à la semaine 3, mardi 14 novembre 2017, semaine 3 du cours massif en ligne sur une introduction sur la résilience pour le développement. Je suis Laurent Mespa, votre facilitateur pour ce cours en ligne francophone, organisé conjointement avec le Programme de développement des Nations Unies et le NBSAP Forum de la Convention pour la biodiversité, ainsi que Conservation internationale et d'autres partenaires. Bienvenue donc aux participants pour ce webinaire. Après la présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions et nous allons continuer les discussions. Nous vous rappelons que ce cours en ligne, que les cours en ligne de ce cours massif en ligne sont obligatoires si vous voulez obtenir le certificat du cours en ligne. Et nous vous encourageons de plus à participer au forum des discussions écrits en ligne ainsi que la participation aux devoirs maison. Vous pouvez aussi participer au NBSAP Forum où vous pouvez mettre vos contributions de manière à les partager de manière plus large à d'autres participants. Le thème de cette semaine est centré sur l'évaluation de la résilience. Et pour cette semaine, nous avons une expert qui s'appelle Jamila Haider, qui est présente parmi nous. Je vais faire la présentation de Jamila qui n'est pas très à l'aise en français. Mais tout d'abord, je vais présenter Jamila Haider, qui est présente avec nous en ce moment, qui sera là pour les questions-réponses. Jamila est titulaire d'un doctorat en sciences de la durabilité obtenu au Stockholm Resilience Center, où elle travaille actuellement. L'intitulé de sa thèse est Développement et résilience. Repenser la pauvreté et l'intervention dans les paysages bioculturels. Elle est titulaire d'un master en géographie obtenu à l'université de Cambridge et de diplômes en biologie et en sciences politiques à l'université Carleton. Jamila a auparavant travaillé en tant que professionnelle du développement international au Tadjikistan et en Afghanistan en 2009 et 2011. Les centres d'intérêt de ces recherches comprennent les processus transdisciplinaires, la diversité bioculturelle, le développement et la transformation au sein des systèmes socio-écologiques. Elle a travaillé à l'aide d'évaluation de résilience au sein de paysages agricoles. Elle est l'auteur du World's Best Cookbook 2016, With Our Own Hands, a celebration of food and life in the Pamir Mountains of Afghanistan and Tajikistan, où elle a travaillé. Donc, Jamila Haider, bienvenue. Vous m'entendez? Oui, merci, Laurent, et bienvenue à tout le monde. Donc, à très bientôt pour les questions-réponses. Alors, donc Jamila nous souhaite la bienvenue également. Et elle est heureuse de pouvoir être là pour cette présentation. Elle me remercie aussi pour faire la présentation de manière à l'aider pour la présentation en français. Donc, je vais vous faire la présentation et donner un aperçu des recherches que Jamila Haider a fait dans le cadre de son doctorat sur le sujet la résilience et le développement, repenser la pauvreté et des interventions dans les paysages bioculturels. Jamila, donc on va se concentrer sur le travail qui a été fait dans la région entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, la frontière, la région des monts du Pamir.
Alors, comme vous le voyez sur ces photos, les paysages d'Afghanistan sont rudes et exigent la mise en œuvre d'une ingéniosité humaine incroyable pour pouvoir y survivre et y vivre. Ces régions sont très riches en biodiversité agricole et offrent aussi une grande biodiversité linguistique et culturelle, mais les indicateurs standards de développement humain y sont médiocres. Le travail de recherche de Jamila a débuté donc en Afghanistan en tant qu'actrice pour le développement rural. Dans le cadre de cette activité, un travail d'évaluation de la résilience de la gestion des pâturages a été fait. Donc, un aperçu de la présentation, elle va consister en 3 parties. L'expérience tirée de l'évaluation de la résilience en Afghanistan, avec une définition et description du système, dynamique du système, décrire, et puis les actions qui ont été faites basées sur les résultats de l'évaluation. Nous allons rappeler un bref aperçu des 7 principes de la résilience et comment ils ont été utilisés dans l'évaluation. Enfin, nous allons décrire la différence entre la mesure et l'évaluation de la résilience et comment opter plutôt pour l'un ou pour l'autre. Donc, nous avons déjà vu dans le cadre de ce cours que pour la première étape de toute évaluation consiste à définir et décrire le système. Alors, la définition des limites d'un système peut être quelque peu arbitraire et doit constituer la première étape. Nous allons commencer par décrire les expériences tirées d'une évaluation de la résilience qui a été réalisée en 2011-2012. Et le guide qui a été utilisé est celui de Resilience Alliance Resilience, pour réaliser l'évaluation de la gestion des pâturages dans le nord de l'Afghanistan, dans le district d'Ishkashim, plus précisément, marqué en rouge sur la carte que vous pouvez voir ici, entre le Tadjikistan, le Pakistan et l'Afghanistan. Nous avons ici une photo d'une vallée typique prise depuis le Tadjikistan vers l'Afghanistan. Les terres arables, ils sont très rares. Seulement 3% des terres sont arables. Donc, vous voyez dans la partie verte en bas dans la vallée. L'agriculture pluviale et le pastoralisme jouent un rôle important pour les moyens de subsistance locaux, comme nous pouvons l'imaginer. Cet homme prépare son champ avant de l'inonder pendant 3 saisons et casse les pierres pour en faire un paillis qui permettra de fertiliser la terre. On voit aisément comment les connaissances écologiques traditionnelles ont façonné ces paysages. De très belles pratiques culturelles se sont développées dans ces régions de haute montagne. Et comme vous pouvez également voir comment le paysage a influencé ses habitants. Certains appellent cela un paysage bioculturel, où la nature et la culture ont évolué ensemble pour créer des systèmes socio-écologiques étroitement liés. Mais comme vous savez, l'Afghanistan est marqué par la pauvreté. Il est difficile de vivre, très difficile de vivre de la terre et beaucoup de personnes souffrent de malnutrition et de la faim. On y trouve les pires indicateurs de développement humain jamais enregistrés dans le monde entier. Alors pourquoi la résilience en Afghanistan ? Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Afghanistan a bénéficié d'une importante aide pour le développement au cours des dernières décennies, comme nous pouvons le voir sur cette photo.
Dans le monde entier, la résilience est devenue un terme courant dans le domaine du développement, mais pour des raisons différentes, ce terme a une résonance particulièrement forte dans un pays comme l'Afghanistan. Ce pays est en guerre depuis des décennies et il n'existe aucune structure gouvernementale stable. Ceci est valable à différents niveaux organisationnels, considérant que même au niveau local, que ce soit l'utilisation des ressources naturelles, les structures gouvernementales traditionnelles ont changé. Ces régions montagneuses sont également affectées par de nombreuses catastrophes naturelles. Ainsi, pour pouvoir évoluer dans un système particulièrement incertain, la résilience constitue un cadre très utile de réflexion et d'action. Bien que l'Afghanistan soit un pays en guerre depuis 4 décennies, confronté à des incertitudes politiques, économiques et écologiques majeures, la population réussit non seulement à survivre, mais aussi à trouver des moyens ingénieux pour s'adapter aux changements. Donc, il a été décidé de réaliser une évaluation de la résilience dans le nord de l'Afghanistan afin d'étudier pourquoi et comment les éleveurs se sont adaptés aux changements et quels sont les éléments qu'ils ont décidé de conserver et lesquels ont été modifiés. La période actuelle en Afghanistan est caractérisée par la réorganisation, ce qui peut constituer une réelle opportunité des institutions gouvernementales avec une forte capacité d'adaptation. Donc, le but de cette étude est de définir les caractéristiques des comités de gestion des pâturages contribuant à la résilience. Qu'est-ce qui les a poussés à s'adapter aux changements au fil du temps et qu'est-ce qui leur permettra de changer et de s'adapter dans le futur? Donc, résilience de quoi à quoi? De où vers où? Résilience du système de gestion des pâturages, d'une part aux aléas des troubles politiques et d'autre part à la désertification et à la dégradation écologique. Avant de commencer toute évaluation, il est important de connaître les différentes significations que peut avoir la résilience. Ceci représente le système de cette étude de classification que l'auteur Jamila Haider trouve très utile. D'autres aspects de ce système sont publiés ailleurs, ont été publiés. La résilience peut être une caractéristique du système que nous pouvons donc mesurer. Elle peut également être utilisée comme un prisme pour voir le monde ou la lentille d'un objectif pour réaliser l'évaluation. La résilience peut aussi être le processus dans lequel les parties prenantes ont choisi de s'engager. La résilience en tant que caractéristique peut représenter 3 éléments: persistance, adaptabilité ou transformabilité. La persistance peut être mesurée comme temps de retour à un état précédent. L'adaptabilité peut être mesurée, mais c'est plus délicat, et la transformabilité est difficilement mesurable, mais peut aussi être intégrée à une évaluation. La capacité d'évaluer ces 3 caractéristiques sont déterminantes pour les différents aspects du système, ce qui constitue l'un des buts de l'évaluation et de la résilience qui sont décrits ici. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé un vide en termes de gestion des pâturages. Afin de remédier à ce problème, suite à l'intervention des États-Unis en 2001, des organisations de gestion des pâturages ont été créées sous forme de structures de gouvernance démocratique, profitant de l'opportunité de pouvoir créer de nouvelles structures gouvernementales. Le gouvernement afghan et les donateurs ont tous deux exprimé le souhait de conserver des éléments traditionnels de la gestion, offrant ainsi la possibilité unique de définir les éléments de gestion qui seront conservés et ceux qu'il faudra modifier. Nous utilisons donc l'évaluation de
de la résilience pour déterminer quels sont les éléments qui contribuent à la résilience et lesquels n'y contribuent pas. Voici une carte de la zone dans laquelle nous avons réalisé l'évaluation de la résilience. Donc, nous pouvons voir la carte ici de la zone qui est agrandie. Sur la gauche de l'écran, un petit en rouge. Voici quelques données de base. 67% des familles rurales afghanes tirent leurs revenus de la production agricole. 35% sont sous le seuil de pauvreté. 46% de la surface totale des 652 000 km² que couvre l'Afghanistan sont en pâture permanente. 94% des familles rurales afghanes ont en moyenne 9 animaux importants. L'un des principaux problèmes dus à l'absence de gestion sont la taille non durable des troupeaux et les pratiques de collecte combustible. Alors, une fois défini, voilà comment nous réalisons cette évaluation et pour qui. Pourquoi et pour qui? Le comité de gestion des pâtures. Il existe différentes activités ou méthodes pour obtenir les informations. Tout cela sera synthétisé, mais nous souhaitons insister ici sur la nature itérative de ces résultats, activité et synthèse. Nous avons utilisé différentes méthodes pour obtenir davantage d'informations concernant les variables lentes qui génèrent le changement, les variables rapides, comme celles-ci interagissent pour finalement, comment celles-ci interagissent pour finalement conduire à une utilisation durable ou non durable des pâturages. Bon nombre de ces exercices sont présentés dans les différents manuels d'orientation utilisés pour les évaluations. Voici ici un exercice de planification complété par un jeune berger afghan. Donc au début, on a parlé de la résilience de quoi à quoi. La résilience du système de gestion des pâturages est d'une part liée aux aléas des troubles politiques et d'autre part à la désertification. Nous avons synthétisé les données des différentes méthodes, des exercices de planification, entretien, qualificatif et marche transversale, etc. dans ce diagramme. Donc, le diagramme résume l'analyse et permet de décrire les composants à changement lent ou rapide, interne ou externe, par rapport à notre centre d'intérêt. Concernant le système de gestion des pâturages, les éléments écologiques évoluant rapidement concernent les quantités de biomasse actible, la disponibilité de l'eau et la diminution de la productivité du bétail. D'un point de vue social, la diminution du potentiel du revenu et des accords concernant le régime foncier. Les variables plus lentes sont la couverture de végétation ligneuse, la croissance démographique, la corruption, la migration et l'insécurité alimentaire. Ces variables interagissent avec des facteurs externes au système tels que le changement climatique et les conflits. Le changement climatique a à son tour des impacts environnementaux qui affectent par exemple l'utilisation de l'eau et la migration, ce qui conduit les institutions à mettre en place des comités de gestion de pâturage. Il est intéressant de noter que les variables lentes sont celles qu'il faut surveiller de près car elles peuvent avoir des effets de seuil alors que les variables rapides sont plus faciles à gérer et il est possible de les corriger. Par exemple, les documents fonciers détruits pendant la guerre peuvent être remplacés.
Ces informations de base nous permettent de comprendre les seuils et les interactions. Les questions essentielles pour créer un diagramme des seuils et des interactions sont: quelles sont les variables lentes clés associées à des seuils qui sont ou pourraient être responsables d'un changement de situation? À quelle échelle? Dans le système qui nous intéresse, le point focal est placé sur les comités de gestion des pâturages avec les éleveurs à petite échelle et les gouvernements régionaux, les ONG, à plus grande échelle. La question à poser sera donc: quelle a été la réaction des différents sous-systèmes à une perturbation telle qu'une catastrophe naturelle ou un conflit? Donc, dans le cas présent, nous constatons l'émergence d'un piège socio-écologique dans lequel la croissance démographique et le manque de réglementation ont conduit à une augmentation de la production animale au-delà des capacités du paysage. Les paysages sont de plus en plus dénudés sans offrir l'augmentation de production animale nécessaire à la survie ou ayant une valeur marchande, ce qui a pour effet d'aggraver le faible niveau de bien-être. Un piège est un élément persistant qui se renforce et est indésirable. Les pièges classiques de la pauvreté, tels que définis dans les ouvrages sur le développement économique, à gauche dans l'illustration, montrent un état stable en dessous d'un certain seuil. Mais d'un point de vue socio-écologique plus global, nous devons aussi prendre en considération les facteurs externes susceptibles de créer ou de renforcer les pièges, les éventuelles dépendances de parcours historiques, les interactions croisées et la diversité socio-écologique. Donc ici, sur ce tableau, un résumé a été fait par l'auteur sur les défis, les opportunités qu'offre ce type d'approche à une évaluation. Tout d'abord, certains collègues des ONG ont trouvé que le fait de se focaliser sur les perturbations et les chocs avait un aspect négatif, alors que l'évaluation de la résilience permet une analyse croisée. Jusqu'à présent, l'évaluation de la résilience n'a pas formellement fourni les outils pour les rapports de force. Une recherche plus récente a cependant démontré comment cela pourrait être possible ou l'est déjà. D'autres outils mieux indiqués pour les analyses de l'inégalité et des rapports de force peuvent aussi être utilisés. Jusqu'ici, les défis dans l'évaluation de la résilience étaient d'aller au-delà de la persistance et de la transformation. Mais des opportunités peuvent se présenter si l'on considère la dynamique des pièges, par exemple, dans quel secteur renforcer la résilience et dans lequel il est nécessaire de la réorganiser. Des méthodes d'évaluation plus récentes, telles que Wayfinder, cherchent aussi à capturer le potentiel de transformation. Enfin, la réflexion sur la résilience peut être entravée par un langage très technique, truffé de jargon, mais en poursuivant des objectifs variés et en appliquant différentes méthodes participatives. L'auteur nous indique par exemple qu'elle a fait souvent la cuisine avec les femmes dans cet environnement. Il est possible aussi de s'éloigner du jargon technique et aussi d'éviter d'autres dynamiques de pouvoir. Alors, les 7 principes de résilience qui ont été indiqués pendant ce cours déjà précédemment, nous allons les rappeler. Alors, l'approche de ces 7 principes est un des moyens les plus populaires de décrire la résilience, les plus habituels. Premièrement, entretenir la diversité et la redondance. Deuxièmement, gérer la connectivité. Troisièmement, gérer les variables lentes et rétroactions. Quatrièmement, favoriser la réflexion portant sur les systèmes adaptatifs complexes. Cinquièmement, encourager l'apprentissage. Sixièmement, élargir la participation.
Septièmement, promouvoir les systèmes de gouvernance polycentriques. Alors, une étude dans ce cadre de ces 7 principes, une étude réalisée par Andreas Goncalves et ses collègues portait sur 5 cas agroécologiques distincts au Brésil, en Éthiopie, au Kenya, aux Philippines, en Suède et en Ouganda. La résilience a été évaluée sur la base de ces 7 principes. Nous voyons ici un exemple au Brésil, le réseau Ecovida, pour lequel ils ont déterminé que l'organisation gère les variables lentes et les rétroactions au moyen de la fertilisation des sols avec des engrais verts. Le but de cette étude était de voir comment les différentes organisations agricoles gèrent les systèmes agroécologiques afin d'assurer la résilience. Enfin, de nombreuses personnes doivent se demander s'il faut mesurer ou évaluer la résilience. Dans un article dirigé par Alison Quinlan, nous démontrons qu'il peut être très difficile de mesurer la résilience plutôt que de l'évaluer. Il est plus important d'y intégrer la complexité du système. Ici, nous utilisons les principes de la résilience pour montrer comment les différents principes peuvent être appliqués soit à l'analyse, soit à la gestion et la gouvernance. Les stratégies de renforcement de la résilience peuvent, par exemple, être réparties sur 2 axes. Les unes se focalisant essentiellement sur la résilience d'un système socio-écologique ou sa gouvernance, les autres sur la résilience basée sur la structure ou la dynamique du système. Ces stratégies sont complémentaires et peuvent être combinées. En guise de conclusion, donc, l'évaluation et la mesure de la résilience sont complémentaires. Dans les 2 cas, il est important d'assurer 1. Que l'approche soit alignée sur la définition de la résilience, 2. Que l'application soit adaptée au contexte spécifique, et 3. Une meilleure compréhension de la dynamique du système soit atteinte. Les efforts actuels déployés pour mesurer la résilience bénéficieraient de l'intégration des principes clés identifiés permettant de renforcer la résilience. Donc voilà, nous terminons la présentation. Je vous remercie au nom de Jamila Haider. Nous sommes arrivés au moment où nous pouvons démarrer la discussion. Donc, Jamila Haider, j'espère que vous étiez content de la présentation que j'ai lue. Et puis, bien sûr, vous avez peut-être des commentaires à rajouter avant que nous démarrions les questions. Peut-être vous voulez peut-être dire un mot de conclusion ou une remarque. Oui, merci beaucoup, Laurent, que vous avez m'aidé avec la présentation. Ça fait beaucoup d'années que j'ai plus parlé le français. Alors, je vais faire mon mieux maintenant pour répondre à des questions. Et je m'excuse en avance si il y a des mots-clés que je ne sais pas, mais je suis sûre que Laurent, vous pouvez m'aider aussi. Oui, et merci beaucoup pour donner la présentation comme ça. Je pense que c'est pas beaucoup plus que je veux ajouter en ce moment. Juste à dire que je crois que la question de l'évaluation de la résilience, c'est quelque chose qui est toujours en changement. Ou, comme vous voyez, c'est une étude qu'on a fait en 2012 et il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans la théorie de la résilience depuis cela. Et comme moi, je crois la chose le plus important est aussi qu'on écoute les gens qui utilisent résilience, si c'est dans les organisations ou aussi
les organisations des fermiers, je crois que c'est le mot, et qu'on peut tous that we can all learn together. Oui, nous allons tous en apprendre ensemble hein, sur le processus. Oui, alors nous comme chercheurs, on peut aussi apprendre beaucoup de les gens qui font la résilience en pratique. Et c'est pour ça que moi, comme j'ai travaillé comme pratiquant avant de faire mon doctorat, je suis très intéressée aussi en cet échange. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, votre français est très bon et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et puis, effectivement, ce sera intéressant d'entendre des participants quelles sont leurs pratiques dans leur travail sur la résilience, leur expérience personnelle sera vraiment intéressante. Nous avons 25 participants qui sont présents. Il y a des gens qui ont levé la main, donc je vais donner la parole. La première personne ici que je vois, c'est Emery Muhula. Emery, je vais vous donner la parole. Je vais voir si ça fonctionne. Vous avez levé la main. J'ai essayé de donner la parole à Emery. Diego, are you there? I cannot turn off the microphone for Emery Muhula. Hold on, let me 1 second. I am going to review. Who is the person? Do you want to open the microphone? Emery Murula. She has raised her hand, and I wanted to unmute the microphone, but it looks like I cannot do it. Oh, that is because Emery has muted the microphone from the computer. Okay. No, we are not able to unmute it at this point. Ok, Emery, si vous m'entendez, vous devez activer votre microphone, sinon je ne peux pas vous donner la parole. Donc, thank you, Diego. We'll see another person. Alors, je vous écoute très bien. Allô? Oui? Alors, je vous écoute. Monsieur Emery vous écoute très bien. Ah, d'accord, Emery. Donc, je vous entends. Nous vous entendons, Emery. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter. Et puis, si vous avez une question ou un commentaire. Bon, je réponds au nom de Monsieur Emery Murula, comme vous venez de le dire tantôt. Je suis consultant dans une organisation dénommée le cabinet d'expertise environnementale et sociale. Et voilà, je suis vraiment intéressé par le terme de séjour. Nous savons très bien que nous sommes déjà à la 3e semaine de ces séminaires. Et voilà, je vous écoute, je suis à votre entière disposition pour les différentes questions que vous aurez à me poser en fait d'intervenir. Est-ce que vous avez des questions vous-même à poser? Bon, je n'ai pas vraiment assez de questions, mais sinon... commentaires. Oui, les commentaires, c'est vrai que comme tantôt vous venez de les dire, en rapport avec la réflexion sur l'évaluation de la résilience, évidemment, cette évaluation de la résilience a été effectuée justement en Afghanistan. En Afghanistan, bon, vous aviez certainement déterminé les différents principes de la résilience. Ce sont les principes qui nous semblent quand même intéressants, surtout en rapport avec les différentes variables lentes et rétroactives qui ont été retenues. Faisant partie de ces 7 principes, nous estimons que
c'est vraiment intéressant. Vous savez que, comme vous venez de le dire tantôt, l'Afghanistan, c'est un pays qui traverse, des moments difficiles, surtout sur le plan socio-écologique, malgré les différents paysages que détient ces pays. La population, c'est vrai, est vraiment pauvre, mais elle essaie quand même de fournir d'énormes efforts. Vous avez même présenté certaines statistiques en rapport avec le pastoralisme, notamment les 67% des familles rurales afghanes qui tirent leurs revenus de la production agricole. Allez-y comprendre que c'est vraiment compliqué, surtout avec les 35% sous les seuils vraiment de pauvreté. Bon, je pense qu'il y a quand même des défis à relever et des opportunités certainement à saisir pour pallier à ces problèmes d'ordre socio-écologique, socio-économique que l'Afghanistan présente. Donc voilà un peu. Est-ce que vous, merci pour vos commentaires. Est-ce que vous venez de quel pays? Je suis de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. D'accord. Est-ce que vous pouvez peut-être partager des expériences de travail de résilience, votre expérience personnelle ou, disons, en République démocratique du Congo? Bon, certes, en République démocratique du Congo, c'est vrai, comme vous venez de le dire tantôt, bon, en rapport avec la résilience en République démocratique du Congo, bon, c'est vrai que nous avions travaillé avec, à l'époque avec le FAO sur la résilience. Bon, la résilience au choc, hein, la capacité de prévenir et d'atténuer l'impact des catastrophes, aux crises, d'en prévoir les effets, et comment même absorber ces effets sans remettre et de s'y adapter le plus rapidement possible et de manière efficace et durable. Alors, comme vous le savez, la résilience, évidemment, se réfère aux capacités d'un système et de ces éléments même de gestion même des risques et des crises. Bon, alors que la vulnérabilité représente même le degré de susceptibilité à ces chocs. Et c'est comme ça que dans les différentes interventions, dans les différentes activités même que nous avons eues avec certaines parties prenantes, en rapport avec donc l'augmentation même de la résilience des moyens d'existence face aux menaces et aux crises, nous avons estimé que la résilience, au fait, est ce qui permet aux moyens d'existence d'un groupe, par exemple, de résister aux menaces, de s'adapter en temps de crise. Bon, et vous savez qu'elle est aussi la première et parfois la seule ligne de défense aux petits exploitants vulnérables lorsque les menaces se transforment en crise. Donc, surtout, ne pas être à mesure de compenser les effets d'une crise peut entraîner des séquelles qui durent toute la vie et se répercutent même sur les générations suivantes lorsque ceux-ci, dont la sécurité alimentaire est précaire, sombrent dans la malnutrition et que les plus pauvres tombent même dans la misère. Alors, il y a même des études qui ont montré qui ont déterminé que les capacités d'absorption et de gestion des chocs sont souvent épuisées par la fréquence et l'ampleur même des crises et par les effets cumulés. Et ces mêmes crises récurrentes et complexes, en fait, érodent le moyen d'existence et déclenchent une utilisation en fait non durable de ressources, par exemple naturelles, avec des conséquences catastrophiques pour des millions de pauvres
et démarginaliser. Par exemple, je prends l'exemple, vous savez, même à l'est même de la République démocratique du Congo, les problèmes, il y a plusieurs organisations qui œuvrent même dans ce domaine même de la résilience, de moyens d'existence face aux menaces et aux crises. Donc, voilà, et c'est ce qui même justifie même la présence de beaucoup d'organisations même dans cette partie même à l'est de la République démocratique du Congo, afin, quel que soit, en fait, c'est vrai que vous le savez, les sols de la partie, de la zone est de la République démocratique du Congo, c'est quand même une zone riche, mais il y a vraiment un problème de pauvreté qui se pose à l'est de la République. C'est comme ça que les spécialistes même en matière, les différentes parties prenantes essaient quand même de pallier à ces difficultés, à ces problèmes. C'est comme ça même là-bas, par exemple, les systèmes publics et privés qui appuient et protègent les moyens d'existence et les droits de ces populations de l'Est de la République démocratique du Congo sont souvent inadéquats, en particulier dans certains contrées à bas revenus et exposés aux catastrophes naturelles et aux crises prolongées. C'est comme les pauvres des zones rurales et urbaines sont touchés de manière disproportionnée, la pauvreté vraiment représentant à la fois une menace pour leurs moyens de subsistance et la conséquence directe même de moyens d'existence inadaptés. Et c'est comme ça que cette malnutrition peut être à la fois le produit même des crises et stratégies d'adaptation que les ménages, les différentes populations de la République de l'Est de la République démocratique du Congo sont rencontrées à mettre en œuvre une menace même directe pour la résilience même de ces moyens d'existence. Et c'est comme ça que même l'agenda même de la FAO sur la résilience inclut les partenaires stratégiques et des actions même directes dans 4 domaines. En fait, c'est renforçant mutuellement pour l'agriculture, l'alimentation et la nutrition, y compris même l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, les forêts et les autres ressources que regorgent même ces pays. Donc, et au niveau local, au niveau national, au niveau régional, ainsi qu'au niveau même mondial. Voilà, c'est différent, mon intervention par rapport à l'augmentation de la résilience des moyens d'existence face aux menaces et aux crises que connaissent les populations même de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà mon intervention. Merci beaucoup pour votre contribution, votre intervention et vos remarques. Emery Moula, peut-être Jamila aurait vous auriez un commentaire à faire ou une question? Oui, juste un petit commentaire peut-être. Merci pour votre intervention. Je crois que c'est aussi intéressant pour nous à voir que beaucoup d'organisations utilisent encore le mot résilience partout pour décrire l'absorption, je m'excuse, à la choc et crise. Et comme j'ai décrit aussi, je crois que c'était sur la 12e slide de la présentation, c'est certainement une importante fonction ou définition de résilience comme caractéristique du système qu'on peut aussi peut-être mesurer. Par exemple, après une crise, combien de temps que ça prend à une communauté à recréer le moyen de vivre comme avant du choc. Et c'est cela que les interventions humanitariennes et aussi de développement ont partout pris. Et aussi au centre de résilience en Stockholm, on essaie de faire
aussi plus grand la définition de résilience, que ce n'est pas seulement une mesure à répondre à choc, mais aussi comme un prisme à voir le monde plus dynamiquement avec des interventions différentes et aussi comme un processus qu'on peut évaluer. Mais c'est intéressant parce que cela sont encore les choses qui sont en développement scientifique ou de recherche. Et c'est aussi intéressant comment c'est plutôt utilisé. Alors, c'était intéressant aussi à écouter à votre expérience à utiliser résilience. Très bien, merci beaucoup. Nous allons passer à une autre personne qui demandait la parole. Je vais voir ici si vous avez Lorraine Banga. Lorraine, est-ce que vous m'entendez? On voit, est-ce qu'on vous entend? Non, Lorraine Banga? On va passer à une autre personne. Yakuba Omaru. Vous m'entendez, Yakuba? Vous avez la parole. Est-ce que vous entendez? Yakuba Omaru? Non? Une autre personne, nous avons ici Eric Ngoye. Est-ce que vous m'entendez, Eric Ngoye? Oui, je suis en ligne. Vous avez la parole, Je vous Eric? entends. Ok. Nous Merci vous entendons. pour votre présentation. Vous pouvez vous présenter? On vous écoute, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, je suis Eric Ngoy, je suis au PNUD en République démocratique du Congo. Et ma préoccupation, c'est par rapport au slide où on a présenté le contrôle externe en rapport avec la description du système. En rapport avec la description du système, nous avons vu pratiquement les peuples afghans qui développent les stratégies de résilience par rapport à la petite portion des terres arables. Alors, ma question, c'est en rapport avec est-ce que Jamila a pu identifier les conflits qu'il y a entre les communautés par rapport à la culture dans cette zone qui est pratiquement insignifiante par rapport à la croissance démographique. Et après, est-ce que ce sont des espaces publics ou ce sont des espaces privés dont les individus disposent de ces portions de terre et mettent à la disposition de la communauté? Donc, voilà un peu ma préoccupation. Si Jamila peut nous aider un peu à avoir la clarté sur la gestion des espaces arabes. D'accord, merci beaucoup pour la question. Vous avez entendu, Jamila? Oui, merci pour la question. C'est une question très importante. Alors, je vais commencer avec si c'est les espaces publics ou privés. C'est un peu compliqué en Afghanistan parce que c'est changé beaucoup de temps avec les systèmes de gestion différents avec l'Union soviétique et puis maintenant. Alors, c'est au plupart, ce sont les espaces publics, les espaces du
pastorales sont les espaces publics. Et il y a, en ancien temps, il y avait les communautés de gestion. Il y a des centaines d'années qui ont pratiqué la gestion pastorale. Mais le problème, c'était aussi en les dernières 40 ans que cela s'est changé beaucoup. Alors, pendant le temps soviétique, il y avait vraiment, il voulait aussi avec l'influence du Tadjikistan que ces espaces sont encore publics, mais gérés d'un pouvoir plus central. Mais c'était au contraire de ce que les communautés ont fait depuis il y a longtemps. Et puis maintenant, il y a aussi, comme j'ai dit, le système, c'est dans une période de réorganisation. Alors, c'est aussi une opportunité pour que les donateurs, les internationaux et le gouvernement de l'Afghanistan a vu qu'on peut essayer de reformuler les communautés traditionnelles autour du gestion pastorale. Mais un autre problème était que beaucoup de les papiers qu'il y avait, il y a 20 années passées, ils étaient détruits. Alors, même, c'est pour ça que au moment, il y a beaucoup de conflits. Si les terrains pastoraux sont à partir d'une communauté ou de l'autre, parce que les gens savent aussi qu'il y a plus l'évidence. C'est quoi le mot? L'évidence. Preuve. Oui, la preuve, merci. C'est à qui appartient la terre. Et c'est pour ça que aussi on a voulu faire cette évaluation de résilience. Mais je dois aussi dire, je crois que c'est jusqu'à maintenant, et on a aussi décrit ça dans le papier ou dans l'article qu'on a écrit, c'est que l'évaluation de résilience jusqu'à un moment n'était pas très, très bien à décrire les dynamiques de pouvoir. Et je crois qu'il y a des outils et peut-être aussi des outils que vous utilisez qui sont mieux pour comprendre le pouvoir. Et juste pour un exemple, pour finir le commentaire, c'est pour ça aussi que moi, comme méthode, j'ai commencé à cuisiner, à faire la cuisine avec les femmes, même si c'est très simple, à faire le fromage, à tirer le lait, parce que c'est en ce moment-là qu'il y a aussi beaucoup moins de conflits et on peut comprendre un peu plus les dynamiques socio-écologiques qu'il y était. Parce que les gens disent aussi à ma grand-mère, le lait était mieux parce que les animaux peuvent aller plus haut. Et maintenant, parce que, je ne sais pas, parce que le conflit ou parce que les changements climatiques, c'est plus possible. Alors, pour moi, c'est une méthode très valable pour avoir le voix des femmes et aussi avec les interactions écologiques aussi. J'espère que j'ai répondu un peu aux questions.
Il y avait une question aussi sur le conflit entre les communautés. Comme les ressources sont limitées, la question c'était est-ce qu'il y a des conflits entre les communautés à cause du manque donc de terres disponibles? Non, c'est plutôt c'est pas entre les communautés, c'est plutôt dans les communautés à bord de quel type de gestion et c'est qui peut profiter plus, qui a plus d'animaux, mais le terre des communautés maintenant c'est plutôt agréable pour les questions de pastorale, mais c'est vrai qu'il y a plus de conflits pour les questions d'irrigation, par exemple. Quand les communautés qui sont plus hautes reçoivent plus de l'eau, ils peuvent diriger plus de l'eau que les communautés plus en bas. Alors, c'est là qu'on voit plus de conflits entre les communautés. Mais pour les questions de pastorale, c'est plutôt marqué où les animaux peuvent prendre la nourriture, se nourrir. D'accord, merci. Alors peut-être donc vous avez mentionné les conflits potentiels avec l'accès à l'eau. Et puis bon, on voulait juste demander Eric Ngoe, est-ce que on a bien répondu à vos questions? Vous avez une autre question à poser? Est-ce que vous m'entendez, Eric? Je crois que ça va. Oui, très bien. Merci, Jamila, pour la clarté. Juste peut-être un élément de plus. Pour de tels types de cas, vu que l'Afghanistan est beaucoup plus menacé par les phénomènes qui ne sont pas maîtrisés par le gouvernement, c'est aussi une cause de migration de population vers d'autres pays ou d'autres zones? Je ne suis pas sûre que j'ai compris le début de la question. Quelque chose avec la migration, mais je n'ai pas tout à fait compris le début de la question. La question c'était est-ce que à cause de l'incertitude et des conflits, est-ce que il y a beaucoup de migration liée à ça? La population se déplace. Oui, certainement. Et en Afghanistan, il y a beaucoup de migration partout pour les jeunes hommes, et le même en Tadjikistan. C'est en Tadjikistan, il y a le plus de migration pour les remittances tout le monde. Et c'est certain, mais c'est à cause de beaucoup de choses. C'est beaucoup plus difficile maintenant à faire l'agriculture que c'était en avant parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi, c'est difficile à recevoir une éducation dans les montagnes au nord de l'Afghanistan, surtout pour les filles. Alors, il y a beaucoup de raisons pour les gens de migrer. Et c'est aussi ça que mon recherche de mon doctorat était très intéressée. Et je crois que c'est une question plus grande pour peut-être tout le monde qui écoute aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut encourager ou améliorer les conditions agriculturelles que les gens ne vont pas nécessairement migrer. Parce que je pense que c'est ça aussi le potentiel de la résilience pour comprendre qu'est-ce qui sont les éléments
qui sont comme on dit en anglais, les attracteurs, pourquoi les gens veulent y rester. Si ce sont les facteurs écologiques ou spirituels ou culturels, et quoi sont les facteurs qui sont difficiles et à faire la balance, comme la résilience et la persistance, l'adaptation et la transformation. Je crois que utiliser ces 3 descripteurs, c'est très utile aussi dans ces questions. Parce que c'est pas tout à fait bien pour adapter. Si les conditions sont très, très difficiles, comme en Afghanistan ou peut-être aussi dans le République du Congo, en quelque part. C'est peut-être pas toujours favorable de résister ou d'adapter ou d'absorber les effets. C'est peut-être plutôt nécessaire de faire la transformation. Et je crois que c'est l'évaluation de résilience qui peut aider à définir ces éléments. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un composant important dont vous avez parlé, c'est aussi la croissance démographique. Alors en Afghanistan, il y a quand même un taux de croissance démographique encore élevé. Est-ce que ça continue dans cette direction ou est-ce que la croissance se ralentit démographique? Est-ce que vous savez si les nouvelles générations de filles ont moins d'enfants ou est-ce que c'est toujours des filles qui deviennent mères très jeunes et qui ont beaucoup d'enfants? Oui, pour l'Afghanistan au total, je ne le sais pas maintenant, mais les statistiques, mais je sais que Kaboul, la ville capitale, elle est une des villes les plus vite agrandies, qui a grandi le plus vite au monde, je crois 4e ou 5e. Alors, il y a encore plus et plus de gens qui partent de leur existence plutôt agriculturelle pour aller à Kaboul, même si en Kaboul, il y a aussi pas beaucoup de c'est pas la sécurité, c'est pas bon. Il y a pas beaucoup d'opportunités. Mais ce qu'on entend aussi dans les paysages plus agriculturels, c'est que les gens, ils vont aux villes parce que il y a toujours plus de gens dans les villages, dans les communautés. Il n'y a pas aussi des ressources pour tout le monde. Et aussi, c'est un peu compliqué avec le terrain agricole, pas pastoral maintenant, mais comment le terrain est-il divisé avec les enfants. Alors, oui. Donc, la pression démographique dans les campagnes entraîne une migration vers les rurales, vers la ville et vers Kaboul. C'est ça, une migration vraiment. Oui. Déplacement. Oui. Oui. D'accord. Merci. Alors, je vais donner la parole à d'autres gens qui ont demandé. Ici, je vois Abdel Dalil, Bulgaria. Je ne sais pas. Si vous m'entendez, Abdel Jalil, je crois que votre microphone n'est pas allumé, donc je ne peux pas vous donner la parole. Je vais voir ici, nous allons essayer. Aminata Ndoye, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Il me semble que vous avez une question à poser. Malheureusement, je ne vous entends pas. Le son est mauvais. Peut-être vous pouvez essayer de poser la question par écrit.
Bonjour, Bonjour, Abdel Jalil. vous m'entendez là? Je vous entends. Est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je crois que... Oui, je vous entends. Alors, on vous écoute si vous avez une question, une remarque. Je suis Abdel Jalil, doctorant, oui. Nous écoutons. Vous avez une remarque ou une question? Je vais partager avec vous une expérience, une petite expérience que j'ai développée avec mon encadreur dans le cadre de ma... On vous entend très mal. Est-ce que vous parlez un peu plus fort? Vous venez de quel pays? Oui, une petite partager avec vous. Bon, désolé, je crois qu'on ne vous entend pas Je bien. crois que là, je viens de l'Algérie. Je vous entends très mal. Je vous entends très mal. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre parce qu'on ne vous entend pas. Aminata, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Ah, on vous entend beaucoup mieux. Vous avez un commentaire, une question à poser? Allô? Parlez, on vous écoute. On va passer à un autre auditeur. Yacouba Oumarou. Oui, bonsoir. Bonsoir Yacouba, vous avez la parole. Oui, Pouvez-vous merci présenter? beaucoup. C'est Yacouba Oumarou du Cameroun. Je suis membre d'une équipe de recherche sur la résilience des agrosystèmes dans le bassin du lac Tchad. Et nous travaillons sur une thématique interdisciplinaire sur la résilience. Je voulais juste partager une petite expérience sur la résilience des populations ici, particulièrement dans les systèmes de culture à sorgho repiqué. En fait, le sorgho repiqué, c'est une culture qui se pratique ici en saison sèche. Les pépinières sont mises en place en saison pluvieuse et on repique en octobre, donc en fin de saison de pluie. Le sorgho, c'est ça? Le sorgho, oui, le sorgho. D'accord. Le sorgho, mais c'est le sorgho repiqué. Repiqué, d'accord. En fait, c'est différent. On a deux types de sorgho ici. Il y a le sorgho pluvial qui se cultive en saison pluvieuse et le sorgho repiqué qui se cultive en saison sèche, sans irrigation. D'accord. Oui, dans ce système de culture, on connaît souvent des perturbations. C'est soit souvent des sécheresses qui ne permettent pas à la plante de bien se développer, soit c'est des inondations qui perturbent le calendrier culturel. Les plantes ne sont pas repiquées au moment voulu, donc ça devient difficile avec les paysans. Donc, avec des enquêtes, on a vu que par rapport à ce choc, les paysans ont développé des stratégies d'adaptation
tels que s'orienter vers d'autres systèmes de culture tels que les maraîchages. Et on assiste aujourd'hui à une explosion de culture maraîchère dans la zone. Donc, on voit un peu ce choc des inondations a poussé plutôt les paysans à développer d'autres stratégies, c'est les cultures maraîchères. Donc, la question, c'est qu'un choc en lui-même peut être aussi un élément de résilience, en quelque sorte, parce que les inondations qui sont quelque part dans le système à sorgho repiqué, un problème pour ce système de culture, mais les paysans ont saisi ce choc-là pour développer d'autres systèmes de culture. Pour moi, ça a été vraiment très innovant de voir ces paysans-là profiter de la situation du choc pour rebondir et faire autre chose. Ça, c'est un peu l'expérience que nous avons dans les systèmes. Est-ce que les autres cultures donnent de bons résultats? Maraîchage? Oui, les maraîchages, ça donne de bons résultats. C'est vrai que certains maraîchages, comme les oignons, existaient déjà avant, mais aujourd'hui, on participe au développement des cultures telles que les laitues, les légumes feuilles, la tomate, qui autrefois étaient pratiquées par quelques paysans, mais vu à ces perturbations climatiques, les paysans sont orientés de manière massive à ce système de culture et ça devient véritablement pas seulement un palliatif, mais un système de culture qui permet aux populations de vivre. Donc, c'est un peu ça. Alors, dans les systèmes d'évaluation de la résilience des populations, comment est-ce qu'on peut considérer ce genre de mutation? Oui, merci, c'est très intéressant et c'est intéressant à entendre votre expérience. Je crois une chose qu'on a trouvé très intéressant, que les 7 principes de résilience qui étaient au fin de la présentation. La première, c'est entretenir la diversité et la redondance. Et je travaille beaucoup aussi avec les communautés agroécologiques et comme on a aussi présenté puis au 22e aussi, il y a les expériences de les communautés agricoles. Et comme vous disiez, les paysans, ils ont pour les centaines d'années ou encore plus, ils ont les stratégies de résilience. Et je crois que comme chercheur et aussi comme pratiquant dans le développement ou développement agricole, on peut apprendre beaucoup de les paysans partout pour comment entretenir la diversité et la redondance. Et puis, en cela, je crois que c'est aussi intéressant à documenter, comme vous avez justement dit, Yacouba, que c'est aussi, des fois, c'est la diversité, mais c'est aussi la redondance et la différence entre les deux, que peut-être aussi comme le sorghum, qu'il y a les différents types de sorghum. C'est aussi oui, je crois que vous avez raison. C'est une très bonne stratégie de résilience. Et pour moi, ça vient dans le premier principe de résilience. Et ce que je voulais dire aussi avec ces 7 principes, c'est intéressant à observer parce que il n'était pas une partie de la première évaluation de résilience que l'Alliance de résilience a fait. Mais ces 7 principes on a trouvé que c'est très favorable ou très populaire avec les gens et plutôt partout pour les différentes communautés de paysans, parce que ce sont les principes qu'ils
pratique toujours. Ah oui, c'était, je ne sais pas si j'ai répondu à une question, non, c'était plutôt un commentaire à dire que c'est une observation que j'ai aussi faite moi-même. Alors, c'est en Tadjikistan, en Afghanistan, dans les communautés agricoles. D'accord, merci beaucoup pour les commentaires. Et effectivement, l'expérience des paysans, très souvent, qui a été transmise au cours de plusieurs générations, a beaucoup de valeur et elle peut être vraiment très utile pour apprendre justement sur la question de la résilience. Je ne sais pas si vous avez encore Yacouba, est-ce que je vois plus votre microphone, mais en tout cas, il me semble avoir compris que ce sont les paysans qui ont décidé eux-mêmes de changer de culture. Ça n'a pas été est-ce que ça a été des conseils qu'on leur a donnés ou est-ce que c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative? Vous entendez, Yacouba? Oui, j'ai été vraiment coupé depuis que elle a pris la parole. Je n'ai vraiment pas suivi, j'ai été coupé. Maintenant, je vous entends. Ah, désolé. Donc en fait, si je résumais rapidement, on disait qu'effectivement, souvent on a besoin d'apprendre et d'écouter les paysans avec leur expérience, qui peuvent apporter beaucoup sur la capacité à développer la résilience. Alors la question que je posais, c'est est-ce que c'était leur propre initiative de changer de culture, de passer aux cultures maraîchères, ou ça a été conseillé de l'extérieur? C'est d'abord leur propre initiative de passer aux cultures maraîchères, mais par la suite, il y a eu des encadrements pour les accompagner dans ce sens. Sinon, c'est leur propre initiative, passer des cultures qui étaient faites en saison pluvieuse, comme le gombo et autres, et les adapter en culture maraîchère de saison, c'était d'abord leur propre initiative. Mais par la suite, ils ont bénéficié comme des accompagnements de structures de l'État, à travers les démembrements de l'État et autres, qui les encadrent et qui les aident dans ce sens-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. J'ai une question à lire qui a été posée par Aminata qui avait un mauvais son, on ne pouvait pas l'entendre. Donc elle a envoyé sa question par écrit. Et elle a dit, sa question, est-ce que les mesures de résilience adaptées par les populations autochtones ont été prises en compte? Donc, je suppose que c'est dans le cas de l'Afghanistan. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la question, Jamila, mais est-ce que les mesures prises par les populations locales ont été prises en compte? Mm-hmm. Les mesures de résilience. Et les mesures maintenant, ça veut dire les mesurements ou plus grand Non, que les ça? mesures, ça veut dire les pratiques ou ça veut dire les pratiques qui ont été mises en œuvre ou oui. les pratiques agricoles, par exemple, ou les changements. Oui. Est-ce que la façon dont les populations locales agissent, est-ce que c'est pris en compte? Mm-hmm. Est-ce que c'est ça? Oui, alors, oui, alors c'est une question très, très importante. Et oui, alors c'était aussi le but de l'étude, avoir qu'est-ce que les communautés pastorales, qu'est-ce qu'ils ont fait déjà les centaines d'années passées qui fonctionne bien. Et puis, c'est quoi qui ne fonctionnait pas bien ou ce qui est changé. Et pour ça, on a besoin peut-être d'une intervention ou d'un change de gestion. Mais le
but est vraiment de demander que sont les pratiques qui existent, qui se passent bien ou qui contribuent à la résilience. Et je crois Partager ici, les bonnes pratiques, oui, c'est ça. Oui. Et puis, je crois que c'est très important aussi pour demander toujours ici résilience de quoi, pourquoi, mais aussi de qui ou pour qui. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit que c'est toujours important de voir, comme je l'ai aussi fait depuis des années, préparer la nourriture avec les femmes qui autrement, en Afghanistan, ils n'ont pas vraiment beaucoup de voix. Et de la phase de recherche, je crois une de les conceptualisations très que je trouve très bien, c'est celle ça s'appelle en anglais le multiple evidence base. Et c'est avoir comment les différentes façons de savoir de la population indigeneuses ou aussi les chercheurs ou aussi le gouvernement, comment ces différentes façons de savoir il peut être intégré parce que c'est justement ça que comment est-ce qu'on peut aussi ou est-ce qu'on a besoin de faire la validation, ça me manque les paroles maintenant, mais the validation of different knowledge systems. La validation des systèmes de connaissances, comment est-ce qu'ils sont validés? Oui. Et je crois que dans les nouveaux évaluations de résilience, comme le Wayfinder, ils vont essayer encore plus de intégrer ces components. Est-ce que vous avez des... Ah, d'accord. Merci beaucoup pour vos commentaires et ça m'amène à d'autres questions. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain lorsque vous avez rencontré, vous avez parlé avec ces femmes et vous faites la cuisine avec elles? Quelles sont des pratiques que vous avez observées et que vous avez pensé qui sont importantes à développer, à encourager, qui allaient dans le sens de la résilience? Alors, des exemples. Oui. Alors, par exemple, c'est il y a beaucoup, maintenant, ce n'est pas un exemple pastoral, mais plutôt un exemple agricultural, mais il y a beaucoup de types ou sortes du blé. Alors, il y a 150 types de blé dans le nord de l'Afghanistan et Tadjikistan, dans les montagnes du Pamir. Et il y a beaucoup de différents usages pour ces types de blé. Et comme vous le savez, ils existent aussi sur beaucoup de différents altitudes ou avec les différents sécheurs et les choses comme ça. Alors, ces différents types de blé se sont pas seulement évolués dans écologiquement, mais aussi avec la culture des gens. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aussi bioculturel. Mais l'exemple, alors, d'une pratique, c'est pour le nouvel an, ils utilisent une blé qui est très it ripens very early. Alors, un blé qui mûrit très tôt. Oui. Un blé qui mûrit tôt, donc la récolte se fait plus tôt. Oui. Et c'est aussi très, très sucré. Alors, les gens, on a besoin les calories extra pendant l'hiver ou pendant le printemps. Et, mais il y a une rituel
culturelle et spirituelle autour de cette plaie. Alors, c'est pour moi une stratégie de résilience qui, c'est pas seulement pour l'écologie, ou c'est pas seulement une stratégie qui était très adaptive il y a des centaines d'années, mais c'est aussi très important pour le bien-être de la communauté et de la spiritualité. Et c'est seulement en parlant et à faire la nourriture avec les femmes que j'ai appris cela. C'est pour moi un bon exemple de la résilience socio-écologique. Oui, c'est un exemple très intéressant parce qu'en même temps, ça permet de maintenir la biodiversité des cultures agricoles, qui est une façon aussi de pouvoir s'adapter à des changements climatiques, est-ce que ces graines sont préservées par les paysans? Est-ce qu'ils mettent de côté ces diversités? Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger que ça disparaisse? Oui, il y a un grand danger. Actuellement, j'ai écrit un grand livre de les recettes de les grains de Afghanistan et Tadjikistan qui sont presque à disparaître en grand lieu parce que les organisations d'agriculture, ils apportent ce qu'ils disent les mieux grains, les grains qui like higher yielding grain. D'accord. Et c'est pour ça que aussi il y a les programmes de recherche qui ont mis les grains aux côtés, mais si les grains ne sont pas utilisés dans la culture des gens, c'est pas assez pour les préserver. Parce que c'est aussi toute la connaissance autour du grain qui est important. Et c'est pour ça qu'une approche socio-écologique, pas juste écologique, est très importante. D'accord. J'espère que vous m'entendez là. Voilà, là. Vous m'entendez? Oui, je t'attends. Vous m'entendez, ok. Parce que j'ai l'impression que nous arrivons à la fin de la présentation et je peux peut-être vous donner la parole si vous voulez conclure avant que nous allons arrêter. Je voulais juste rappeler à tout le monde de faire les cours en ligne si vous voulez avoir le certificat à la fin. Et puis, je voudrais enfin remercier une fois de plus Jamila Haider pour avoir bien voulu préparer ce travail pour aujourd'hui et être là à la discussion. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être je vous donne la parole pour le petit mot si vous voulez donner une conclusion. Ok, merci beaucoup. Oui, peut-être juste un petit mot, comme vous disiez, mais c'était très intéressant à écouter aussi à votre expérience. Et maintenant, je me préoccupe avec le travail de qu'est-ce que c'est la résilience pour le développement. Et alors, je crois que c'est vraiment important qu'on a eu des discussions entre les chercheurs par tout le monde et aussi les gens qui utilisent la résilience en les lieux plus praticables. Et pour moi, la chose la plus importante peut-être, c'est que la résilience, c'est plus de juste absorber le choc, mais on a besoin toujours penser à les dynamiques entre les éléments sociaux et écologiques de les systèmes. Et si on fait ça aussi, penser et réfléchir, c'est quoi qui sont les éléments à préserver, à adapter ou vraiment à transformer.
Et ce peut être les stratégies très différentes. Et pour moi, c'est ça qui est à la cœur de l'évaluation de la résilience. Et je veux, oui, vous tous remercier pour écouter aujourd'hui et pour participer. Et à Laurent, merci beaucoup pour m'aider beaucoup avec la traduction. Ça fait 15 ans que j'ai pu parler le français. Alors ça aussi, c'était une belle expérience pour moi. C'était très bien. Merci beaucoup encore. Et puis, une bonne semaine à tous. Et puis, à la semaine prochaine pour la dernière semaine, la semaine 4 de cette première partie de l'introduction sur la résilience pour le développement. Merci à tous et bonne journée. Merci, au revoir.